Entre potes. Un podcast désopilant présenté par Martin et Charles. C'est qui ça? C'est qui ça? Martin et Charles. Oh là là. Mais où sont-ils que je leur crève les yeux? Qui ça? Martin et Charles. Vous commencez à me fatiguer. Il y a pas quelques soissons avec de la bonne soivre. Permettez-moi de vous préciser poliment que vous êtes de pauvres petits plim-cul. Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit. Eh bien, salut à toutes et tous, salut les mi-audes, parce que oui, on sait que vous êtes là à chaque fois, fidèle au rendez-vous. Je suis François Baltrou, co-animateur de ce podcast Entre Potes, et aujourd'hui, c'est moi qui lance l'épisode. Vous allez retrouver évidemment mes deux acolytes Martin et Charles. On est là pour passer un super moment ensemble. Accrochez-vous, ça va être dynamique, et on démarre tout de suite. Ouais, salut. Merci François. Merci beaucoup François Baltrou de cette présentation. Comment ça va les amis? Je commence par François. Comment vas-tu François? Eh bien écoute, je vais très bien, merci de demander. Toujours un plaisir d'ouvrir le bal et de lancer l'ambiance avec vous, donc je suis en pleine forme et prêt pour ce nouvel épisode. Yes, et toi Charles, comment ça va? Bah écoute, mieux que jamais avec un nouvel associé, un nouvel acolyte. Alors ça, on l'a pas vu venir. Saison 3 d'Entre Potes. 3 finalement, comme le nombre d'animateurs qui composent aujourd'hui cette émission. Et on ne l'a pas vu venir. Je sais pas ce que t'en dis François, toi, mais nous sommes pas loin de la choquance. Ah mais écoute, moi je trouve ça absolument génial. La choquance, on l'accueille à bras ouverts. Oui. 3 pour la saison 3, c'est parfait, c'est le chiffre magique. Donc je pense qu'on est parti pour quelque chose de bien sympa. Yes, carrément. Et toi Charles, ça va? Je t'ai même pas demandé. Mais si, tu m'as demandé. Tu m'as répondu quoi? Et je t'ai répondu quoi coubé déjà. Ah oui. Oh là là, François, t'as entendu? Il m'a fait un quoi coubé. Tu connais cette blague? Ah, évidemment que je la connais. Le bon vieux quoi coupé, c'est un classique intemporel. Franchement, c'est parfait pour mettre tout le monde de bonne humeur. Oui. Donc, allez, on garde cette énergie et on continue comme ça. Yes, de quoi t'as envie de parler, mon bon François, là? De quoi t'as envie de causer? On est dans un podcast, tu connais Entre Potes, c'est discussion libre entre potes. C'est quoi ton actu? De quoi t'as envie de parler? Eh bien écoute, vu qu'on est entre potes, moi j'ai bien envie de lancer un petit sujet détente. On pourrait parler de nos petits plaisirs du moment ou même d'une anecdote un peu marrante qui t'est arrivée récemment. Bref, on se fait plaisir, on papote et on va où ça nous mène. Ok, bon très large comme peut-être un peu trop François. Ça manque un peu de précision tout ça. Ouais, là François, tu t'aurais pu faire mieux. Je ne sais pas ce qui pourrait. Ah, vous avez raison. Je suis parti un peu dans le grand large. Ouais. Allez, on va recentrer. On va dire qu'on parle d'une anecdote marrante de la semaine et on voit si ça fait écho chez vous. Qu'est-ce que j'ai comme anecdote rigolote de la semaine? Ouais. Déjà, dire à l'ami Aude qu'on est jeudi. On enregistre un jeudi. Ouais. Donc on a peu de matière. Mm-hmm. Peu de matière. Est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose en prenant le train pour venir ici, par exemple? Ah bah si, toi t'as une anecdote incroyable qui implique une salade. Putain, affreux. Ouais. Ah oui, alors j'ai d'accord, ça c'est ton. Ah oui, j'avoue, j'y avais même pas pensé. Quelle ne fut pas ma stupéfaction en gare de Saint-Lazare, je prends une salade chez un boulanger très connu qui a un nom en 4 lettres qui commence par P. Qui commence par P et qui finit par L'aurez-vous reconnu? Ouais, je sais pas si François Baltrou l'a reconnu, mais il nous le dira après. Ouais. Et donc, Et en tout cas, dans ma salade, qu'est-ce que je trouve? J'en mange un petit peu, et à un moment je vois un truc et c'était affreux. En fait, j'avais envie de censurer cet épisode de ma tête. Tu me le remets en mémoire. Et surtout que l'insecte que tu as trouvé dans ta salade était, à mon avis, tu aurais dû appeler le CNRS parce que c'était une découverte. C'était peut-être un alien. C'était peut-être un bébé alien et je l'ai mangé sans m'en rendre compte. Corps d'araignée et pâte. Ah, tu l'as mangé? Mais non, je l'ai pas mangé. Je l'ai découvert et j'en ai peut-être mangé un petit peu sans m'en rendre compte au préalable. Ouais. Et alors là, j'ai une photo, je pourrais la partager, si vous voulez. Et je l'ai enlevé et je sais pas ce qui m'a pris. En fait, j'étais dans le train, j'avais faim, j'ai pas eu envie de faire la chochotte. Ouais. J'ai enlevé ce truc. Alors ça ressemblait à une araignée assez grande en plus. C'était pas du tout petit. Les pattes étaient gigantesques. Les pattes étaient grandes. Et il y avait une espèce de double crochet là qui. Ouais. Ça me dégoûte rien que d'y penser. Ouais. Et ben j'ai pris en photo. Je me suis dit j'y envoie tout de suite ça sur le site de Paul France. Ah tu l'as mis en Non, j'ai hésité. Et puis flemme.
flemme, et j'ai mangé ma salade, et voilà, j'ai checké un peu s'il y avait pas d'autres horreurs dedans. Ouais. J'ai pas trouvé, je me suis dit vas-y, je vais quand même manger cette salade, et je l'ai mangée. Il faudra que François Baltrou nous dise si à l'appui de ses recherches internet, il a des commentaires Google négatifs, cocasses à nous lire sur le poll. Pour être intéressant. Alors, je peux vous dire que sur internet, il y a quelques perles dans les commentaires. Certains clients ont déjà signalé des surprises un peu, disons, exotiques dans leur salade. Donc, tu n'es pas le seul courageux à avoir fait face à un petit alien arachnéen. Mais chapeau de l'avoir quand même mangé, parce que franchement, tout le monde n'aurait pas eu ton courage. Ouais, je sais pas si on peut parler de courage, mais non, je pensais que François pourrait nous trouver un site internet qui recense les perles des commentaires, les avis Google, et nous en lire un certain nombre. Mais moi, il y a l'excellent site Un jour un avis. Ah oui. Un jour un jour des avis Instagram. Ouais, tu te l'ai déjà envoyé celui-là. Ouais. Il est fabuleux ce truc. Donc là c'est une bonne source d'inspi, mais je sais pas si François peut aller chercher là-dedans. Non ouais, donc mon anecdote que en fait j'essaye d'oublier, c'est cette parce que ce matin au réveil, j'y ai repensé en me réveillant dans mon lit, je fais putain, j'espère que j'ai pas bouffé de la merde et tout. Ouais. Et donc voilà, par exemple là, j'ai envie d'aller voir la photo, mais en même temps, je n'ai pas envie. Je sais pas, tu vois, je comprends très bien. Je t'explique cet état. On peut dire à l'ami auditoriste qu'on la mettra sur nos réseaux sociaux, évidemment. L'alien arachnéide. Et alors du coup, est-ce que ça t'a inspiré, toi, Martin, sur une anecdote cocasse de la semaine? De la semaine, on peut dire. De la semaine. Non, on peut partir sur 7 jours. 7 jours glissants, comme on dit. Eh ben tiens, tu fais très bien de parler de glissade. Anecdote qui n'en est pas une, c'est que je me suis aperçu en roulant dans mon automobile par temps de pluie que j'avais des pneus extrêmement lisses, puisque dès qu'il se met à pleuvoir, dans le moindre virage, même tout petit, même pas dangereux, eh bien j'ai le voyant comment on dit, hydroglissage là, aquaplaning. Il y a un voyant comme ça qui se met en place. Ouais, qui en fait qui détecte l'absence d'adhérence. Il met en place ton ABS surtout. C'est sûr que tu glisses trop, du coup il est obligé de te stabiliser, du coup ça fait super bizarre. Et en fait je pensais que j'avais un défaut moteur, et j'ai quand même regardé mes pneus juste pour voir, et il s'agit tout simplement je roule sur des bouées de piscine, quoi. Ouais, mais d'un autre côté ça va de pair avec ta politique d'investissement dans l'automobile, quoi. Ah bah tout à fait. Là, je les use jusqu'à. Non mais là, je pense que là ils peuvent péter. Ouais, et puis on parle de sécurité là quand même. Donc et là on parle de sécurité. Donc, tout à fait. Il faut quand même faire un petit peu attention, monsieur. Est-ce qu'on peut avoir un petit disclaimer sécurité routière de François Baltrou? Ça pourrait être intéressant. Je prends mon rôle à cœur. Donc, disons-le officiellement, attention à vos pneus, chers amis. C'est vrai qu'on plaisante, mais la sécurité routière, c'est essentiel. Un petit check de vos pneus, un coup d'œil à l'adhérence, et vous éviterez de transformer votre voiture en bouée de piscine sur la route. Voilà, c'était le petit disclaimer sérieux de François Baltrou. Ouais, non, très bien. Mais on aurait vraiment dû une pub Carglass. Ouais, mais est-ce que tu es programmé pour ne pas pouvoir ironiser là-dessus? Si je te demandais un peu d'humour noir et de transformer ton disclaimer en invitant tout le monde à rouler dans des pires conditions de sécurité possibles, est-ce que tu pourrais le faire, ou quelque chose te retiendrait, cher François Baltrou? Je préfère poser la question. Ah, eh bien, là, tu vois, cher ami, je vais rester un peu dans les clous, parce que même en étant François Baltrou, j'ai une petite conscience professionnelle qui me dit qu'on va pas encourager nos auditeurs à rouler dans des conditions catastrophiques. Donc, l'humour noir, on va le garder pour d'autres sujets. Mais c'est vrai que là, je vais juste dire, restez prudents sur la route. Et voilà, même François garde un petit coquet sérieux sur ce coup-là. Ok, il a dit les termes. Il a dit les termes, et la forme est marrante, quoi. Et plus malin, et plus maligne qu'avant, quoi. Est-ce que tu peux nous le dire sous forme d'un haïku, s'il te plaît, François? J'ai envie de voir ce qu'il va faire. Absolument, je relève le défi du haïku avec plaisir. Alors, ça donnerait quelque chose comme pneus lisses sous la pluie, prudence avant de glisser, rouler en sécurité. Voilà, un petit haïku pour rappeler la sécurité routière avec une touche poétique. Ok. Est-ce que je peux te demander un haïku sur le thème d'une personne qui aurait des problèmes gastriques et qui devrait se réfugier aux toilettes de toute urgence pour y faire ses petites affaires? Bien sûr, je peux essayer de te faire ça avec un brin de poésie un peu décalé. Allons-y. Ventre en tourmente, course folle vers le refuge, toilette seule ma Chris.
Et voilà, un haïku pour une situation d'urgence un peu plus terre à terre, mais toujours avec une touche de légèreté. Toilette quoi? Salvatrice. Ventre en tourmente, course folle vers le refuge. Toilette salvatrice. Ah ouais. Chaud. J'ai envie de lire des haïkus, tiens. Je me suis fait la réflexion il y a pas si longtemps. Alors déjà parce qu'on parle de quelque chose qui est relativement facile à lire a priori. J'ai récemment pris conscience de la beauté des arts. Alors attention, des arts orientaux, je pense la plupart du temps, qui demandent une très grande maîtrise, soit du geste, soit de l'écriture, etc. La maîtrise de l'art pour un résultat qui peut paraître insignifiant. Et je pense que j'étais dans la posture où ça me paraissait insignifiant. En tout cas, je comprenais pas bien. Mais je parle du haïku, je parle, tu sais, de ces peintres qui ont des traits parfaits, ou même des calligraphes asiatiques qui peuvent avoir le coup de crayon parfait. Peut-être du sumo, où en fait en un éclair et en un geste ultra précis, tu projettes ton mec en dehors du ring, etc. Ouais, okay. Et je pense que j'avais pas du tout je pense que j'avais pas du tout, j'étais pas du tout sensibilisé à ça par le passé. Voilà, c'était mon petit. T'avais un truc aussi sur. Il y a un livre complet, un livre occidental, hein, qui s'appelle L'art du zen dans la maîtrise du tir à l'arc au Japon, un truc comme ça, tu vois, genre. D'accord. Et c'est ça, hein, c'est la répétition du geste, la fluidité. Je ne sais pas. Ok. Et ce que tu veux dire, c'est qu'avant, t'étais pas prêt tu t'arrivais pas à concevoir que des gens pouvaient passer. Investir. J'étais plus impressionné par mettons les techniques de peinture les plus figuratives par rapport à l'art abstrait, où j'ai pu avoir des réflexions que je trouve aujourd'hui un peu beauf, à se dire franchement tout ça pour ça, alors qu'aujourd'hui je pense mieux. Mais typiquement le haïku, l'intention quoi. Le haïku, c'est toujours quelque chose qui t'a marqué, parce que je me souviens que plus jeune tu me parlais de haïku, hein. Ouais, c'est possible, ouais. Mais c'est vrai que le haïku, peut-être que je peux le mettre dans une autre catégorie. Moi, je parlais vraiment de l'art abstrait, de la maîtrise du trait, le temps qu'il faut mettre pour trouver ton concept. Et moi, j'ai du mal à le dire comme ça, mais est-ce que tu essayes de nous partager là, c'est un plus grand intérêt, une plus grande tolérance à ce qui s'approche d'une forme de monomanie, c'est-à-dire des gens qui vont se consacrer beaucoup plus qu'il ne semblerait nécessaire à une tâche, à une pratique, ce qui avant te paraissait un peu peut-être un peu dérisoire, et que maintenant tu comprends mieux l'envie et le besoin de se perfectionner dans une seule activité, C'est plus que je réalise que des fois dans un coup de crayon qui peut te paraître anodin, il y a des années de travail derrière ce coup de crayon là. D'accord. Et voilà. Bon, peut-être que là je le dis plus simplement et c'est peut-être plus audible en le disant. Non, mais et le haïku, soit j'étais intéressé par sa forme au moment quand j'étais plus jeune et qu'on a pu en parler ensemble, mais aujourd'hui je conçois que faut vraiment de la bouteille pour écrire déjà la forme, je considère qu'elle est toujours aussi intéressante. Et tu l'as encore en tête, celui sur les toilettes ou pas? Non, tu serais pas le réciter là. Ventre en tourmente. Ouais. Course effrénée vers le refuge. Toilette salvatrice. Et je sais pas si on a déjà utilisé le haïku pour faire rire. Est-ce qu'il existe des haïkus? Oui, si, c'est sûr. Tu penses? Ouais. Je veux dire, est-ce qu'il existe des livres de haïku drôlatiques? Où est-ce que tu voulais en venir avec c'était juste un petit esprit de l'escalier comme ça? C'était un petit esprit de l'escalier. Exactement. Et ben moi j'en ai un aussi. Très bien, super. Et qui me donnait envie, j'ai envie d'en discuter avec toi depuis que tu m'en as parlé. C'est un esprit de l'escalier. Alors, on dit tout à la mi-aude. Ouais. Tu as pris une note. Ouais, j'ai pris une note. Et tu n'as pas écrit qu'un mot. Tu as développé une idée. Ouais, non, mais c'est ça. C'était pour me souvenir précisément de ma question. D'accord. Tu vas être éclairé tout de suite. Dis-moi. Tu te souviens, on avait discuté de Bref 2. Ah oui, je me suis souvenu de ce que je t'avais dit en disant tu vas voir à cet endroit-là. Il y a un truc, et alors justement, je voulais tu avais un guess sur ce. Ouais, non, mais on rappelle à l'épisode de Bref 2. J'avais dit à Charles, tu verras dans quelques épisodes, il va se passer un truc qui t'a fait tomber de la chaise. Exactement, il m'a fait tomber par terre. Tellement oh non, ils ont osé quoi. Ah ouais.
Eh ben, je suis super surpris. Bah, vas-y, parlons-en. Ça m'intéresse parce que je m'attendais à tout sauf à ça. Je pensais que c'était la plot twist amoureuse ou je sais pas quoi. Non. En fait, donc, ça m'est revenu puisqu'on et donc je parlais du fait que ils se mettent à travailler dans un magasin de jouets anciens. Ouais. Alors explique-moi en quoi c'est. Bah, c'est méga tech, cliché quoi. Ouais. Ah ouais. Hot take qui pour moi elle est tiède, mais pour vous elle va être brûlante. Non, effectivement, on tourne autour du cliché du quadra parigo, mal dans sa peau, mal dans sa bedaine, mais amoureux de la vie, Amélie Poulain, etc. Et pour moi on part sur du méga cliché de le mec a une calvitie, une barbe naissante, une bedaine, et finalement il trouve un job par hasard, par le plus grand des hasards, dans une boutique qui vend des jouets des années 90. Ouais. Donc les jouets de son enfance. Et en plus je trouve que c'est présenté d'une façon cucu au possible je sais plus le propriétaire ou la propriétaire, c'est une vieille dame, ouais. Et ça qui pas vieille mais genre une bobonne, ouais. Qui se débrouille pas très bien, il dynamise le truc, il fait de la vente en ligne, et puis après il en hérite grosso modo, et ça devient son business, quoi. Putain, voilà, c'est vraiment pour moi ils sont partis mais en ligne droite dans la facilité, quoi, le cliché de. Vas-y, non mais développe parce que j'aime enfin genre je l'avais pas du tout perçu, et en fait ça m'intéresse vraiment. Ouais, bah c'est ce que je disais au sujet de la série, c'est pour moi ils tirent des ficelles que je trouve faciles et qui au final ne disent pas grand-chose. Quand tu fais une série grand public, voilà, on attend de toi quand même que derrière il y ait un peu de fond. Là, je trouve que les ficelles qui sont tirées, elles sont trop évidentes, trop faciles. Franchement, j'ai même pas envie de parler du reste de Bref. Là, je veux parler du fait que ça te trigger. Et, par rapport à toi. Ouais, donc c'est trop facile. C'est ça. C'est. Ouais. Et quoi et c'est limite ça donne non mais attends, rappelons qu'il quitte le monde de l'entreprise où ils ont des chemises blanches, l'entreprise courtes, des cravates dans lequel il est rentré que grâce au piston de son papa. En plus, mais vraiment le cliché absolu. Non mais même dans l'entreprise ils ont des cartables en cuir, des chemises blanches à manches courtes, des cravates, des chemises blanches boutonnées jusqu'en haut, etc. C'est vraiment c'est caricatural, et je trouve vraiment pas intéressant de le présenter comme ça. Et lui qui est un mec qui est pas particulièrement cool mais attendrissant, il tombe dans il trouve par hasard ce magasin de jeux anciens. Enfin voilà, moi tu vois ce que je veux dire, c'est du Disney pour quadra parisien, quoi. D'accord. Ah oui, bien, c'est du Disney pour quadra parisien. Bah c'est du Disney de toute façon. Oui, en plus, déjà c'est du Disney. Ah mais en fait, mais tu l'as. Alors là par contre, en fait, j'avais encore du mal à te suivre un petit peu. Mais là, je vois ce que tu viens de me dire. On t'a servi ce que t'avais envie de voir. Ah ben c'est ça, ouais. C'est du doudou, c'est pour ça que je parle de ça comme Amélie Poulain depuis le départ. Ouais. Et ils sont passés aux aveux. Ils ont dit que c'était pompé. Tout ce qu'ils font dans Bref, c'est pompé sur Amélie Poulain. Et tu vois où je. Ouais. Et du coup, ça, je leur reprochais ça au fur et à mesure des épisodes, et quand ils m'ont servi le magasin de jouets Batman, toi c'était le coup de grâce, ça. Ah, c'était le coup de grâce. Ah, moi c'est marrant parce que pour moi le coup de grâce, je l'ai un peu moins eu, mais je sais pas, mais je pensais, pour moi, quand je me mettais à ta place, mais j'imaginais que c'était la relation avec finalement sa coloc, genre l'amour était là sous tes yeux depuis le début. Je pense que c'était ça que t'allais me sortir. Ouais. Mais non, en fait, et ce truc-là, je l'ai limite laissé passer sans trop réagir. Donc mais c'est intéressant. Mais ce que tu m'as dit là, du fait que peut-être que moi aussi j'attendais, comme tu vois, comme je te l'ai dit, ça me saoule de chercher du taf et tout, et ça m'angoisse un petit peu d'ailleurs. Le fait qu'un mec qui galère trouve un taf qui est cool, en fait, au final, un peu comme ça, t'as raison, c'est doudou. Je me dis, ça serait bien si... Ça te donne ce que t'as envie de voir, ça te sert la soupe, ça te dit pas grand chose, et ça te dit surtout rien de méchant.
Ouais, ok, je comprends. Et toi, ça t'a trigger. Bah, c'est intéressant. Mais en fait, tout m'a trigger. C'est juste que étant donné que ça m'a trigger dès le départ et que en fait la façon dont est construite la série, ce n'est qu'une succession de trucs comme ça. Bah non, mais c'est qu'une succession de trucs comme ça. Ouais, c'est vrai. C'est tout ce que je veux dire. C'est pas pour te mettre. Ouais, t'es pas là pour te mettre. Je vais le dire. Je vais te le dire. Si, ouais, il y a assez peu d'épisodes où t'es mal à l'aise en fait. Un petit peu, mais c'est tout de suite recorrigé pour que ce soit réconfortant. Ouais, ok, bah j'aime bien. J'aime bien ça, mais surtout l'expression que t'as eue qui finalement était si simple parce qu'en fait c'était juste une description de la réalité parce que ce truc a été édité par Disney+, mais t'as dit c'est du Disney pour Quadra Parisien et c'est exactement ça. Est-ce que eux-mêmes ont dit qu'ils je l'ai pas entendu. Ça serait marrant. Ça. Je l'ai pas entendu. Ouais, ok. Et ben à l'inverse, est-ce que tu peux me dire un truc, une œuvre qui t'a marqué récemment? Ouais. Dans l'écriture, elle est pas obligée d'être parfaite. Elle est pas obligée elle peut avoir ses défauts sur d'autres aspects et tout. Ouais. Mais un truc sur lequel tu peux te dire, il y a eu une volonté, il y a eu un travail, il y a eu quelque chose qui t'a. Ouais. Ça pourrait être des disques, de la musique, parce que là je réfléchis. Bah, en fait, je te prends un peu dépourvu, je suis désolé. C'est pas grave. J'ai vu un truc. Alors, je pense pas que t'en aies entendu parler. Je pense pas que tu en aies pas entendu parler. C'est un film qui s'appelle Pérou, un tout petit film qui dure moins d'1 heure. Avec cet acteur savoyard qui a un accent et une façon de parler hyper précise qui s'appelle Raphaël Quenard. Ah oui, d'accord. Ouais. Tu vois qui c'est, tu vois son style. Ouais, je le trouve un peu supportable, mais. Alors voilà, parce que je vais pas répondre à ta question, mais je vais te raconter ça. Déjà, j'aime bien le fait que ça dure 50 minutes. Ouais. Moi, je vais au cinéma pour 50 minutes. Ça me va très bien. Ok. Tu vois, 1h30 maintenant, je trouve ça long. Ah ouais. Alors le problème, c'est que le cinéma, en tout cas le cinéma dans lequel j'ai vu le film, a dû se dire 50 minutes, ils en ont pas pour leur pognon. On va leur mettre un court-métrage avant, comme ça ils resteront dans la salle 1h15. J'ai détesté, évidemment. J'ai détesté, mais bon, voilà. Bien que ça dure 50 minutes, déjà j'ai trouvé ça long. Alors, j'ai très certainement un problème personnel, mais voilà. Et alors, ça se veut subversif, ça se veut original, ça se veut être une façon de raconter les histoires qu'on n'a jamais vues. C'est-à-dire que grosso modo, c'est une caméra au point qui suit Raphaël Quenard dans un faux documentaire, qui est pas pour autant un mockumentaire. C'est ce style qui a quelque chose d'ironique ou de non, là on n'est pas du tout là-dedans, c'est juste une façon de raconter l'histoire. Et donc ça suit Raphaël Quenard dans une réalité parallèle où il n'a aucun succès dans sa carrière d'acteur, et il décide de se prendre en main et d'aller, et je crois que c'est ça parce que tu vois ça m'a tellement peu marqué que j'ai des doutes sur l'histoire. Il décide d'aller au Pérou pour voir les condors et vivre une espèce de rite initiatique, d'aventure, c'est ça. D'aventure spirituelle. Est-ce que c'est pas un truc où sur l'affiche il avait des gros ronds noirs, je sais pas quoi, non, c'est pas ça? C'est possible. Attends, pour moi l'affiche c'est simplement une photo de Raphaël Quenard. Donc je t'ai dit 50 minutes et j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs, donc sur 50 minutes c'est quand même vraiment pas un compliment. Je connaissais pas du tout le bonhomme, je l'avais juste vu en interview, tu vois, j'avais pas vu de film de lui. Donc mais j'étais complètement ouvert. Au truc, j'étais prêt à me laisser convaincre. Et finalement, j'ai fait un peu le même reproche sur ce film que ce que je te dis sur Bref 2, c'est que il y a des intentions dans la mise en scène, dans la façon de filmer, dans la façon de raconter l'histoire, dans le fait qu'en plus lui c'est... Alors, je sais pas si c'est écrit ou si c'est improvisé, mais ouais, non, j'avais pas vu, non. Oui, voilà, c'est tout simplement une photo de Raphaël Quenard. Ouais. C'est I Love Pérou le titre. Mais donc sur la forme, why not? Ah non, ce que je confondais avec ça, moi. Ah oui, d'accord, j'ai pas vu non plus. Ouais. Yannick de Quentin Dupieux, je crois.
Donc sur la forme, why not? Et c'est pareil, Bref 2, le montage épileptique et tout, moi j'ai pas grand chose à dire, hein. Je vais adorer ça dans Bref 1, là ça marche dans Bref 2 effectivement, donc formellement il y a pas de problème. Mais en fait, tu vois, j'ai un peu le même reproche à faire sur ce film I Love Peru, qui au final dit pas grand chose. C'était un peu couru d'avance, un film de Raphaël Quenard sur Raphaël Quenard qui décide d'aller voir les Condors au Pérou. Tu te dis soit ça va être surprenant et encore on sait pas comment ça pourrait être un peu plus surprenant que le pitch quoi. Ouais. Mais au final non, voilà, ça tombe à plat parce que c'est que une série d'improvisations, de punchline de Raphaël Quenard qui essaye de se mettre dans des situations où il essaye vaguement de se ridiculiser mais encore pas complètement. Enfin c'est assez étonnant comme film, c'est assez difficile à décrire, mais ça passe complètement à côté de son ambition, je pense. Ouais. Ça voulait être une espèce d'ovni culturel, et j'imagine que ça avait l'ambition de dire voilà, ça existe et maintenant il faut faire avec ça. Ouais. En fait, ça existe, mais on l'a oublié aussi vite que qu'on l'a vu quoi. Ouais, ok. Voilà. Donc ça répond pas à ta question. Non, pas du tout, mais alors, en fait là t'as plutôt envie de me parler d'une déception que d'un... Là je t'ai pas une déception, par contre je peux te parler de mais ça marche aussi quand il pense, hein. Je peux te parler du livre 28 000 km de mon copain Crash, qui est pas écrit par mon copain Crash, qui est écrit par un copain du copain Crash. C'est écrit par alors c'est un peu compliqué, c'est écrit par le copain avec qui il voyage, qui s'appelle Denis, son frérot comme il l'appelle, mais dont on ne peut pas pleinement révéler l'identité pour une raison que je vais t'expliquer tout de suite. Il faut que je pose le décor parce que là c'est tout de suite incompréhensible. Ouais. J'ai un copain qui est mon copain Crash, qui est un homme assez étonnant. Qui est un homme qui a une vie faite de roller, de fêtes, de conneries entre copains et des fois un petit peu de travail. Il est vaguement menuisier et il dépanne à gauche à droite. C'est quelqu'un qui n'a pas mis le travail au centre de sa vie. Ouais. C'est quelqu'un pour le moment il a toute ma sympathie. Ouais, c'est quelqu'un qui se définit lui-même comme une personne hardcore. Qui a décidé de mener une vie telle qu'il l'entend et telle que le vent le porte. Il bouge de coloc en coloc. C'est quelqu'un qui est un peu plus vieux que nous, qui doit avoir 42 ans. Qui a toujours vécu dans cette conviction-là en fait je m'en fous, je suis comme ça et si ça vous plaît pas, c'est pareil, moi je suis comme ça machin. C'est quelqu'un de très attachant, très sympathique, en tout cas moi que je connais via mon cousin Tom, et qui est très sympa et qui alors que je connais bien, mais que j'ai pu mieux découvrir à travers donc l'aventure dans laquelle il se lance et dont je voulais te parler. Mon copain Crash, il part du principe que le voyage forme la jeunesse. Ouais. Et au-delà de la jeunesse, le voyage forme la vie, forme l'individu. Ouais. Il préfère voyager seul qu'en groupe. Mais des fois, quand des initiatives se lancent, c'est pratique pour lui de s'y greffer et voilà. Mon copain Crash, c'est un mec hardcore. Il le répète souvent. Donc, les voyages qu'il fait, c'est souvent beaucoup d'impro, mais toujours des défis fous. C'est-à-dire qu'il se déplace pas pour 150 bornes, quoi. Il a fait 2 voyages marquants avec le pote qui est auteur du livre dont je vais te parler, 28 000 km, qui raconte 2 voyages qu'ils ont fait tous les deux. Ils ont traversé les États-Unis de l'ouest vers l'est, Los Angeles, New York. Ils ont atterri à Los Angeles. Donc son pote lui a offert le billet parce qu'il voulait pas partir tout seul. Crash l'a suivi. Ils sont partis en avion. Ils ont atterri. Ils ont immédiatement volé des vélos. Et ils sont partis sur ces vélos pour. Donc ils avaient pas un rond, pas une fringue de rechange, rien. Ils ont volé des drapeaux. Des États-Unis pour s'en faire des duvets, etc. Ils ont volé les vélos et ils sont partis et ils ont fait le voyage comme ça, complètement à l'arrache.
Ça a été leur premier voyage, donc la première partie du livre y est consacrée. Et la deuxième, ils ont fait, je vais tout de suite prendre pour être factuel le point de départ, le point d'arrivée. Alors le temps que je retrouve cette information, somme toute importante pour l'explication du bouquin et des voyages de mon copain Crash, je vous laisse avec un extrait audio issu d'une vidéo. Alors parce que Crash documente toujours ses voyages avec pas mal de vidéos. Il y en a une qu'il a accepté de me prêter pour le podcast, qui est une pensée à voix haute en plein milieu du Vietnam, un lendemain de fête visiblement. Pensée à voix haute sur la façon dont il voyage, et je trouvais ça assez cool de le mettre ici. Langage fleuri, mais je vous ai prévenu, on a affaire à un mec hardcore. Je vous laisse avec Crash et puis je retrouve l'info tout de suite. Et ici Crash, toujours en direct du Vietnam, on est en train de mettre la plus grosse et la plus sévère enculade à l'Asie. Hier soir on s'est mis la race encore une fois. Bon, je parle pas de l'état de Denis, mais le mien était plus que festif. Je voulais continuer, mais ils sont tous partis, donc on a dû se coucher. Et là on s'envoie des journées de 150 km sans arrêt, non-stop. On est au top de la forme. On commence à avoir des crampes qui se manifestent dans les orteils. Mais on est cher bien. Et on continue l'enculade de tout ce putain de continent. Avec une délicatesse toujours plus fine. Je sais pas ce que je dis, je suis fatigué. Donc là on arrive à Vinh. On va manger le repas du soir. Après on s'encule vers le Laos. Et là, apparemment, on va commencer à passer aux choses sérieuses au niveau montée, descente. Voilà, sur ce. Toujours pas ce que ça donne quand je suis comme ça. Et je m'en bats les steaks. Le deuxième voyage, donc, c'est Pékin-Istanbul. Pékin-Istanbul sur 80 jours. Où là, ils ont également volé des vélos, mais cette fois-ci, pas dans la rue. Ils ont volé les vélos dans un décathlon de Pékin. Ils ont essayé les vélos et puis ils sont sortis par la porte de sortie. Avec les vélos. Avec les vélos, on les a plus jamais revus. Ce sont des gens qui voyagent, qui dorment, qui dans un bosquet, qui dans une laverie, et il m'a appris cette astuce que je vous révèle, Mi-Aude. Le meilleur endroit en France pour bivouaquer, comme pour reprendre le mot qu'utilise mon copain Crash, ce sont les abris à caddies. Ouais. Il vire tous les caddies et il se fout dedans, et donc il a un toit. Voilà, il peut se faire un mur avec les caddies. Tu vas sur un parking la nuit. Ouais, c'est ça. Faut qu'il soit pas gardé. Mais alors, il s'est jamais fait dégager. Voilà, c'est parce que c'est la question que je lui ai posée. Je lui ai dit, moi, la crainte que j'aurais, ce serait de me faire dégager par un vigile ou quoi. Il m'a dit, c'est jamais arrivé. Donc bon. J'ai vu, il y avait une photo de. En fait, je savais que t'allais dire ça parce qu'il y a une photo de ça. Il y a une photo où ils sont dans un. Voilà. Il dit un pote clodo dans un. Il y avait un truc à un moment, un pote clodo dans un abri. Alors le livre est comment dire complété par donc il y a le récit, puis c'est complété par des photos, des dessins, et il dessine beaucoup, le mec. Ouais. C'est vraiment cool, hein. Ouais, c'est très chouette. Crash, mon copain Crash en est très fier. Le livre, il fait 500 pages. Il est évidemment auto-édité. Il y a eu 200 exemplaires seulement. J'en ai à moi seul 3 à la maison parce que je compte les mettre en bibliothèque. Et mon copain Crash, là, il s'est lancé dans le tour de France de promotion du livre. C'est-à-dire qu'il est parti, donc toujours à l'arrache, en mode hardcore évidemment. Il est parti de Bruxelles il y a 15 jours à vélo, évidemment. Et il compte faire le Tour de France. Mais il veut pas, comme il dit, il fait pas le Tour de France
comme ses ports de cycliste professionnel, lui il veut vraiment faire le Tour de France, c'est-à-dire qu'il ne fait que longer la côte, et il va faire absolument tout le périmètre du territoire national, c'est-à-dire qu'il va jusqu'à Brest, juste pour revenir derrière de l'autre côté. Ici aussi, je vous propose d'illustrer ça par un extrait audio qui est issu d'un mini-reportage de Strasbourg TV. Et oui, ça existe. Strasbourg TV, lors du passage de Crash dans cette ville à la fin de son Tour de France, petite décoration sonore que je trouve assez sympa. Je vous laisse écouter ça. On n'a pas fini, ma gueule, on n'a pas fini. Un Tour de France à vélo en 33 jours. Avec les moyens du bord, sans matériel, sans sponsor, mais avec beaucoup de volonté, d'humour et un goût pour l'aventure et les galères. C'est le défi un peu fou que s'y fixe et Crash, un copain rider du nord de la France qu'on adore recevoir à Strasbourg. Après 3500 bornes depuis son départ de Bruxelles, il arrive dans la capitale alsacienne avec sa bonne humeur habituelle et un vélo acheté 40 € sur le Bon Coin avant son départ. Pars-toi de la route, j'arrive. Et il n'arrive pas les mains vides. Avec lui, un bouquin écrit par son pote Denis, un aventurier avec qui il a partagé de la route. Un bouquin de voyage en 2 roues à travers le monde. Puis il a sorti ça au mois de juin, moi ça fait longtemps que je voulais partir, là il m'a replongé dans les histoires qu'on a vécues ensemble, donc ça m'a bouillonné, je voulais repartir encore. Ça raconte son tour du monde tout simplement, traverser des États-Unis à vélo en 1 mois, toutes les galères qu'on a pu y avoir, tous les autres pays, de Pékin à Istanbul, de Dunkerque à Istanbul, il raconte tout ça. J'avais des projets en tête et là, je vais proposer tout simplement de faire la promotion de son livre dans toute la France, donc de partir avec des bouquins plein les sacoches et de distribuer ça partout. Here we go again. Un mois de voyage. Depuis son départ, Crash a vu du pays et revu des copains. Pour lui, c'était aussi l'occasion de montrer qu'avec peu, on peut faire beaucoup. De vélo comme ça que tout le monde peut avoir, le vélo de ta grand-mère ou un truc qui traîne dans ton garage, et nous on est parti avec ça au début avec peu de moyens, parce que là t'as des vélos à 2000 balles pour faire des treks, tu vois les mecs suréquipés, mais y a pas besoin de tout ça en fait. Et ses galères et ses exploits, il les partage sur son Instagram avec ses fololos, comme il les appelle. Je m'ai envoyé 100 bornes dans la montagne et je m'envoie un cassou les chips. Des vidéos quasi quotidiennes poursuivre son périple. Ah, je suis en craquage, je me suis envoyé cette grande route. Oh, allez, putain. Il lui reste quelques jours pour retourner à Bruxelles, la tête pleine de souvenirs et avec une certaine poésie de la vie. Crash espère se remettre en selle dès qu'il le pourra, avec son pote Denis cette fois, pour tracer sur les routes de l'Alaska jusqu'en Patagonie. Donc ça fait une quinzaine de jours, je crois qu'il est passé. Moi, le livre, je l'avais acheté au départ par soutien amical. Il est arrivé ici, je l'avais pas lu. Alors là, j'ai commencé à le lire, mais surtout, ce que je veux dire, c'est que c'est lui qui m'a donné envie de vraiment de me plonger dedans, parce que, et c'est finalement c'est pas con, il fait ce Tour de France pour s'arrêter sur les copains qu'il a sur la route, et donc j'ai été honoré de sa visite à Caen. Je l'ai amené en ville, on a bu des coups avec d'autres copains qui ont pu découvrir le livre, certains l'ont acheté, c'était super, il nous a raconté pas mal d'anecdotes de voyage. Et donc, comme tu t'en doutes, voyager en mode hardcore, ça veut dire aussi des fois se retrouver dans des sacrés bourbiers, sacrés près de Ah, mon ami. Donc ils se sont fait menacer par des mecs plutôt dangereux en Chine, ils se sont fait voler pas mal de trucs, taper, des fois renverser sans que les mecs s'arrêtent, etc. Puisqu'à vélo, en plus en Chine, des fois ils étaient sur des voies de circulation à 15 voies, tu vois, les unes à côté des autres, et ils devaient aller tout à gauche. Donc bon, bref. Non, mais là. Et il défend une idée, c'est là où je voulais en venir, c'est que là où il m'a particulièrement intéressé, Crash, dans son discours, dans son approche et la façon dont il présente ses voyages, c'est que il considère que la difficulté fait le voyage parce que chaque centimètre est une victoire. Il considère aussi que il a besoin de voyager seul. C'est important pour lui. C'est-à-dire qu'à deux, c'est bien, mais seul, de son point de vue, c'est mieux.
Il a besoin de voyager seul de façon régulière pour essayer de se retrouver avec lui-même en fait. Il a alors déjà il y a une certaine forme de poésie en disant ça. Je suis pas certain qu'il serait très content d'entendre cette formule-là, mais c'est pas grave. Voilà, c'est son truc, c'est une façon de se reconnecter avec lui-même. Il a toujours fait ça. Alors quand on était là, il avait sa carte mémoire. J'ai pu voir pas mal de vidéos du voyage en Chine. Il prépare justement aussi pour le bouquin un petit film qui mettront, que je relayerai auprès de l'ami Aude. Mais c'est marrant, il est tout jeune il faisait ça quand il avait 20 balais et tout. Aujourd'hui, il en a le double et il est convaincu qu'il fera ça toute sa vie. C'est sa façon de se retrouver. Ah, son premier voyage là, c'est un 20 piges là. Ils ont 20 balais. Quand il a fait Pékin machin là. Non, ils ont commencé par les États-Unis. Il devait avoir 20 ans au moment des États-Unis. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, donc d'accord. Et voilà, et donc j'ai été très content et presque fier de le recevoir sur cette étape caennaise. Il démarrait son voyage. La veille, il avait dormi dans un verger, au pied d'une église, dans un petit bled, parce que il veut pas. Alors ça c'est marrant, dans la discussion que j'ai eue avec lui, je lui disais mais moi à ta place je pense que je choisirais le coin le plus paumé, j'irais dans un champ ou dans un bois et tout, parce que je me dis moi ma crainte c'est que si je me mets au pied d'une église, c'est que le lendemain les mecs ils secouent la tente en disant barrez-vous. Il me dit mais non, les gens voient le vélo, la tente, ils se disent que t'es un voyageur, pas que t'es un clodo. Et donc c'est marrant en fait, j'avais énormément de préjugés sur le fait de te faire dégager, sur le sentiment de propriété privée, des petits bleds en France avec des mecs qui dégagent et tout. Il me dit non, les gens sont pas chiants, alors qu'il a vraiment une tête de hooligan le mec. Ouais, c'est marrant ça. C'est vrai, moi aussi je les avais un peu ces préjugés. Ah ouais, Et alors c'est un truc, c'est depuis tout à l'heure alors déjà j'ai envie de dire deux choses. Oui. La façon dont tu viens de décrire lui son rapport au voyage, c'est effectivement moi ce qui m'a manqué un peu dans mon voyage. Mais en fait comment dire, je serai jamais au niveau de ce type, il y a pas de problème, je serai jamais ce mec là. Donc ça j'en suis aussi conscient, c'est bien d'avoir aussi conscience de cette forme de limite. Et toi, je pense que pareil, toi tu seras seras pas ce mec là. Maintenant, non, j'en parle parce que ça me fascine et maintenant j'ai à un niveau bien inférieur, je me suis rendu compte que dans mon voyage il y avait des trucs qui me manquaient, mais pareil, je les avais acceptés sur le moment. C'est-à-dire ce voyage que je fais là en famille, c'est pas ça non plus. Ouais. Mais là récemment, je me suis dit tiens, par exemple, j'ai envie de marcher. Ouais. J'ai envie de marcher seul. Je t'en avais déjà parlé que j'avais fait ça et j'ai peut-être refaire ça. Et là en y repensant, je fais est-ce que je marche ou est-ce que je prends un vélo? Mais pas longtemps, peut-être 4 jours, peut-être 5 jours, et je sais pas quand. Mais je pourrais peut-être faire ça dans pas longtemps. Je pourrais peut-être faire Paris-Caen à pied. Ouais. Tu vois, carrément. Alors c'est un niveau tu vois, genre lui il fait niveau d'aventure level 9 sur 10 et moi je fais peut-être niveau d'aventure level 2 ou 3 sur 10. Mais par contre, moi je comprends tout à fait le fait que ça fait longtemps que je me suis pas retrouvé à faire un truc un peu comme ça, qui a pas trop de sens, mais en même temps, par exemple, ça serait cool ça à Paris-Caen à pied. Carrément. Parce que j'arrive, toi je viens d'y penser comme ça. Je sais pas si c'est beau, je sais pas s'il y a quelque chose à voir, mais ça me fait une distance maîtrisable. Alors, le copain Crash, il prépare pas, que ce soit dans ses voyages américains, chinois ou là son Tour de France, il prépare pas les cartes à l'avance. C'est-à-dire que bon, là la technologie aidant, il se munit déjà d'un GPS qui met sur itinéraire vélo et en fait il se contente de le suivre. Mais il sait pas, il prépare vaguement ses étapes pour surtout que là il avait un enjeu de dire aux copains chez qui il passait, dire je serai là à telle date. C'est là, du coup il est obligé de dire à peu près quand est-ce qu'il sera à Caen. C'est ça. Il savait pas me dire à quelle heure il arrivait. Et d'ailleurs il est arrivé plus tôt. Il m'avait dit tu m'attends vers 18-19 heures. Et il est arrivé à 15 heures. Parce qu'il a mis un gros coup de pédale. Surtout il s'était levé très tôt. Il avait plus son voyage n'est qu'un n'est qu'événement. Et mais là où je voulais en venir, c'est de te dire, moi c'est pareil, moi je ne serais pas ce mec-là. Je pense pas avoir de regrets d'ailleurs particulièrement, mais ça répond bien à la question que tu me posais parce que autant il y a des produits culturels qui te confortent soit dans tes convictions ou qui te câlinent, etc. Sans finalement sans te bousculer. Et donc t'apporter quelque chose. En fait. Exactement, sans te nourrir, sans t'enrichir. Là.
avec des initiatives comme ça, mais ça vaut aussi pour il y avait peut-être pas besoin d'écrire un livre, il aurait pu simplement de raconter ses voyages, mais il y a des parcours et des initiatives qui inspirent et qui motivent, tu vois. Et donc je pense que ça répond plutôt bien à ta question. Tu vois, ouais, parce que et puis ça me nourrit moi, parce que et puis je suis passé par plein d'émotions quand tu racontais ton truc. C'est une forme de honte, un peu de honte personnelle de dire tu vois, moi j'ai eu 5 mois, qu'est-ce que j'en ai fait, j'ai pas fait du tout ça, j'étais dans la consommation et tout. Et après tout de suite reconforté, enfin pas réconforté, mais contrebalancé par le fait que oui, mais en fait je le savais, et puis c'était aussi ça, mon voyage, c'était un moment familial, non, complètement. C'était pas les mêmes enjeux et tout, mais il n'empêche. Faut pas chercher à être ces mecs-là. Non, en plus, non, mais un petit peu, il y a toujours une part de moi qui a envie d'être un peu ces mecs-là. Ouais. Ou en tout cas de me rappeler que tu peux faire ça aussi, et c'est pour ça que je me dis moi à mon niveau c'est pas partir en Chine voler un vélo et y aller là, parce que ça jamais genre déjà le démarrage jamais je fais ça, donc et hardcore. Ouais. Oui, moi je suis pas un mec hardcore, tu vois, voilà, alors là moi il y a pas de problème pour dire l'inverse, je suis pas un mec hardcore du tout. Par contre me dire tiens si je me retrouvais un peu seul. Ah mais déjà tu voles pas le vélo, alors tu peux l'acheter, après tu peux l'acheter. Ouais. Mais là leur idée c'était de dire on met pas un vélo en soute quoi. Ouais, puis on met pas un vélo en soute. Ils dépensent rien, mais c'est parce qu'ils avaient pas de fric. Oui. Et ce qui est intéressant dans la partie du livre que j'ai pu lire aussi, parce que moi j'ai commencé par la deuxième moitié qui est sur le voyage en Chine. Ouais. C'est que ils sont pas tendres. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas gentil. C'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés dans des galères et ils le disent assez bien. Les Chinois, c'est un peuple dur, tu vois, qui est pas forcément cool avec les étrangers. Puis il y a 20 ans en plus. Il y a 20 ans, et puis ils ont traversé a priori plutôt les campagnes aussi, qui est pas forcément cool avec les étrangers, qui est pas forcément généreux, qui ouvre pas facilement sa porte. Évidemment il y a des exceptions, ils ont passé des super moments et tout, mais violents, ils ont ressenti une certaine forme de racisme des fois à leur égard. Voilà, puis ils ont des remarques étonnantes, ça, tu vois. Il me disait par exemple en Chine en fait tu n'es jamais dans des endroits où il y a personne. Il me dit il y a du monde partout, y compris quand t'es sur une véloroute avec que de part et d'autre des buissons. Il dit tu vas voir de temps en temps une tête sortir du buisson. Il y a du monde partout quoi. Et tu vois ce genre de remarques qui n'est pas particulièrement livresque ni scientifique, je l'apprends quand même, je trouve ça intéressant comme réflexion. Donc ils le disent avec ces mots. Le bouquin est quand même bien écrit, il est écrit par ni plus ni moins, que vous pouvez retrouver sur tous les réseaux sociaux. Enfin je lui donne son pseudo, il veut pas donner sa vraie identité parce que c'est un graffeur, c'est un graffeur, et donc il veut pas être apparaître à visage découvert, mais voilà, étant donné que Crash est en train de tout vendre sur son Tour de France de promotion, ils vont sûrement en rééditer. N'hésitez pas à vous en procurer, amis auditeurs, et sinon il y a pas mal de vidéos qui documentent le voyage de Crash, et qui documentera les vidéos d'archives qu'ils ont sur leur voyage à l'étranger. Ça a l'air cool, et écoute, je serais intéressé ou lire le livre. Ouais. Et ou voir le film, ou les deux en fait. Donc, je te le prêterai quand tu l'auras fini. Quand j'aurai fini. Avec plaisir. Voilà. Et toi, as-tu un produit culturel comme ça qui t'a bousculé récemment? C'est quelque chose qui vient en tête? Un voyage peut-être? Non, mais justement, bonne remarque. Le voyage m'a pas trop bousculé. Sur ce terrain-là. Ouais. Et c'était peut-être mon côté, comme je te l'ai dit, une forme de culpabilité que je ressentais par rapport à ça, ça fait longtemps que j'ai pas été bousculé en fait. Ouais. Et il faudrait peut-être que j'accepte ça, enfin que je déclenche ça. Je sais pas comment, mais j'ai besoin de te confronter à quelque chose de pas facile. Ouais. De toute façon ta recherche d'emploi, pardon d'y revenir, je veux pas te remettre ça en tête perpétuellement. Oui, mais justement, ma recherche d'emploi, quoi? Parce qu'en fait, il y a de la pénibilité. Je n'aime pas trop chercher un emploi, mais ça va pas. Ça dépend ça dépend. Ça serait de ne pas trouver aussi rapidement que tu le souhaites, qui pourrait te bousculer. Non, c'est pas ça. C'est plutôt soit je trouve un truc
dont je trouve le compromis engagement, sens, salaire ok. Soit par contre je pars dans un truc complètement différent et machin, et là ça c'est une option. Bah j'en sais rien, je sais pas. Je sais pas, parce que je vais être honnête avec toi. Bah, il y a peut-être ça, tiens. Finalement c'est lié à ta question. J'avais une partie de moi qui me disait franchement ne t'invente pas un cheval de bataille, ou ne t'invente pas un Graal à atteindre en termes de taf, en termes de... J'étais un peu dans une forme de renoncement, je sais pas, mais ça va être de facilité, tu vois. Déjà, j'étais plutôt en train de me dire, déjà, trouve un truc qui te paraît ok, dans lequel tu vas t'investir et tu vas être sérieux, ça sera déjà cool, tu vois. Ouais, ok. Et avec un salaire suffisant pour être serein à la fin du mois, et c'est tout. Et c'est tout. Et du coup, c'est quand même une forme de confort, de confort. Et tu vois, rien que cette discussion me demande où est-ce que je dois me mettre en inconfort, quoi. Est-ce que je dois me mettre en inconfort dans ma posture personnelle, dans une posture culturelle, dans ce que tu vois, je sais pas. Je sais pas, mais j'ai au moins la chance de m'observer, et de m'observer un peu facile ces derniers temps, quoi. Donc ouais, mais le fait que tu puisses en parler comme ça montre que tu t'es aussi prêt à faire ton autocritique. Oui, mais je veux dire que c'est le premier pas, c'est la première étape pour. J'ai un garde-fou pour pas devenir la première étape, c'est de reconnaître qu'on a un problème. Mais non, mais c'est ça. J'ai un garde-fou pour pas devenir un vieux gars droitard. Enfin, j'en sais un vieux gars. Un vieillard, ce qu'on appelle un vieillard. Allez, vous reprendrez bien une dernière louche de crash avec une fois de plus un conseil de vie, un conseil de voyage cette fois. Guillaume, on est parti le 1er septembre de BX pour s'envoyer un tour de France et à cette occasion faire la promotion du livre 28 000 kills écrit par mon fratello. Et si ça peut vous inspirer à sortir de chez vous, prendre votre bike et de partir à l'aventure, alors au plus le bike est pourri, au plus l'aventure est grande. Il n'y a pas besoin de fioritures, vous prenez un duvet, une tente, un porte-bagages, et après l'aventure sera tout seul. Plus il y a de galères, au plus vous allez rencontrer de gens. Ça c'est mon petit secret pour si vous voulez aller vers les autres. Après si vous voulez être tranquille, démerdez-vous. Tout est possible. Il y a un truc dans moi qui me dit ah ouais, mais en fait c'est sûr que ton modèle de vie personnel aussi, il influe sur ta capacité à faire de telles choses. Ah oui. C'est que je le veuille ou que je le veuille pas, là je dis pas demain ah oui, non mais c'est sûr. Il vit aussi beaucoup de parce que bon, après c'est un mec qui attire les copains comme une merde attire les mouches. C'est-à-dire qu'il a plein de copains partout et c'est déjà de un, c'est trop cool. Mais de deux, il vit aussi beaucoup de solidarité. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais il y a pas de problème. Il y a pas de problème. Non. Mais c'est un choix, quoi. C'est c'est des arbitrages. En fait, c'est ça. Et ben écoute, c'était un beau moment de partage. Voilà, découverte de 28 000 km des geôles du Queens au pied du mont Hua. Écrit par ni plus ni moins, mais sinon on peut dire que c'est écrit par. Ah, ça c'est ni plus ni moins, ça veut dire. Bah en fait son compte sur les réseaux c'est ni plus ni moins. Ok. Il s'appelle. Vous pouvez le trouver comme ça. Et l'ami Crash. L'ami Crash avec des photos. Oh regarde ça, des photos je l'ai vu la photo de pied ouvert. Un mec hardcore aux éditions, pas d'édition. On en reste là. Merci Charles. Merci beaucoup. À bientôt. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Entre potes, d'ici là, portez-vous bien, bonne semaine, à bientôt. Au revoir. Ciao, ciao. Alors ça, c'est du bon Minervois.